Dans les séquences précédentes, vous avez vraiment vu en détail quels sont les critères diagnostiques du TDAH. Et donc dans cette séquence, on va vraiment s'intéresser à la démarche d'évaluation diagnostique et quelles sont les évaluations finalement qu'on doit faire quand on suspecte la présence d'un TDAH. Je m'appelle Maud Schneider, je suis psychologue spécialiste dans les troubles du développement chez l'enfant et l'adolescent et je suis aussi professeure à l'Université de Genève. Donc finalement, ce diagnostic de TDAH, il va pouvoir se faire au moyen de plusieurs étapes. La première étape qui va devoir être faite, c'est vraiment l'entretien d'anamnèse. Ça va être de pouvoir vraiment comprendre quels sont les signes et les préoccupations qui étaient présentes et qui ont conduit à cette suspicion de diagnostic de TDAH. Depuis quand elles sont là? Est-ce que c'est la personne elle-même qui s'est alertée? Est-ce que c'est une tierce personne qui a fait remarquer les symptômes? Et puis, dans un second temps, on va vraiment s'intéresser à l'histoire développementale de la personne. Est-ce qu'il y a des problématiques particulières au niveau médical? Est-ce qu'il y a des traitements médicamenteux qui sont pris? Est-ce qu'il y a d'autres diagnostics qui ont été évoqués chez la personne auparavant? Toutes ces informations, elles vont être vraiment réunies et elles vont vraiment permettre de participer à ce processus de diagnostic. À la fin de cet entretien d'anamnèse, l'objectif, ça va être de pouvoir vraiment évaluer les symptômes du TDAH en lui-même. Et ça, on va pouvoir le faire vraiment de plusieurs manières. Comme vous l'avez vu dans les séquences précédentes, finalement, le TDAH, c'est un diagnostic clinique, c'est-à-dire qui va se baser sur la présence d'un certain nombre de signes et de symptômes qui doivent être présents depuis un certain âge et présents de manière suffisamment significative. Et donc, du coup, ce qui est recommandé vraiment par les guidelines, ça va être de faire un entretien clinique qui va être dit semi-structuré, c'est-à-dire qu'on va vraiment passer en revue chacun des critères du TDAH et voir si la personne les présente dans un ou plusieurs contextes et s'ils sont présents de manière significativement forte pour pouvoir être considérés comme étant un symptôme. Et donc pour mener cet entretien clinique semi-standardisé, il y a plusieurs outils qui ont été développés qui permettent vraiment ce balayage systématique des symptômes. Donc pour les enfants et les adolescents, il y a plusieurs outils d'évaluation qui existent. Un premier outil qui est largement utilisé, c'est l'entretien qui s'appelle le CASADS, qui est un entretien qui permet vraiment un balayage de tous les troubles qui sont répertoriés dans le DSM-5, donc ce manuel des différents troubles mentaux. Et il y a une section dans ce CASADS au sujet du TDAH avec un petit screening et en cas de screening positif par rapport à ces quelques questions, on peut faire une évaluation vraiment plus approfondie de tous les symptômes. Il y a également un entretien qui s'appelle l'entretien ACE, le ADHD Child Evaluation, qui est vraiment un entretien qui est vraiment spécifiquement orienté sur l'évaluation des symptômes du TDAH. Pour les adultes, on retrouve un peu le pendant de ces deux instruments. Donc, on peut retrouver par exemple l'entretien qui s'appelle le SKID, qui est aussi un entretien beaucoup plus généraliste, avec maintenant, dans la version la plus récente, une section sur l'évaluation du TDAH ou du TDAH chez l'adulte. Il y a également une version pour les adultes de l'entretien ACE qui s'appelle le ACE+. Ou alors sinon il y a un entretien qui s'appelle le DIVA, la deuxième version du DIVA qui est également spécifiquement orienté pour le diagnostic du TDAH chez l'adulte. Donc vraiment, ces entretiens cliniques, ça va être vraiment la base de l'évaluation. Après, il va y avoir vraiment la possibilité de compléter cette évaluation avec d'autres éléments. Un élément qui est souvent utilisé, ce sont en fait les questionnaires auto ou hétéro-rapportés qui permettent d'avoir une vision un petit peu plus quantitative de l'intensité finalement des symptômes du TDAH et la présence en fait aussi de ces symptômes dans différents contextes. C'est vrai que l'entretien clinique permet de faire plutôt une évaluation en termes de oui ou non, est-ce que le symptôme est présent ou pas, mais le questionnaire permet de donner une vision un petit peu plus quantitative finalement de ces symptômes. Donc à nouveau, il y a un certain nombre de questionnaires qui ont été développés et qui dépendent beaucoup de l'âge de la personne qui va être évaluée. Pour les enfants et les adolescents, le questionnaire le plus connu qui est souvent utilisé, c'est le questionnaire du Conners, qui permet vraiment d'évaluer à la fois les symptômes du TDAH et aussi les difficultés qui sont souvent associées au TDAH, comme les comportements oppositionnels et les difficultés d'interaction avec les pairs. Il
Il y a également un autre questionnaire qui s'appelle le questionnaire BRIEF, qui est un peu plus axé sur la vie quotidienne et moins sur la détection des symptômes et qui permet de voir finalement quelles sont les difficultés au niveau du fonctionnement exécutif et attentionnel dans la vie quotidienne et qui peut donc être une bonne cible en fait quand on veut mettre en place des interventions qui permet de voir vraiment ce qui va poser problème dans la vie quotidienne. Donc l'utilisation finalement de ces questionnaires, souvent elle peut être utilisée comme une ligne de base. Avant de mettre en place une intervention, ça nous permet un petit peu de quantifier quelles sont les difficultés et leur impact. Chez les adultes, c'est pareil, il y a aussi un certain nombre de questionnaires qui existent et qui peuvent être utilisés vraiment de manière routinière dans les évaluations. Un premier questionnaire, c'est l'ASRS, qui permet vraiment de quantifier les symptômes chez les adultes. Et le deuxième, c'est un questionnaire qui s'appelle le WURS, qui permet aussi une quantification des symptômes du TDAH. Selon les recommandations, un des éléments qui va être très important lors de l'évaluation, c'est d'avoir ce qu'on appelle une évaluation multi-informant, c'est-à-dire de pouvoir collecter les informations de la part de différentes personnes. Ça va être important vraiment pour plusieurs raisons. La première, ça va être de vérifier quelle est la concordance aussi entre les informations qui sont récoltées auprès d'une personne et auprès d'une autre personne, et aussi de pouvoir vérifier que les symptômes du TDAH sont vraiment présents dans différents contextes. Parce que ça, si vous vous rappelez des critères du diagnostic, ça va vraiment être un des éléments qui va être important pour pouvoir poser ce diagnostic de TDAH. Le fait de pouvoir avoir cette évaluation multi-informant va aussi être utile dans les situations où la personne qui est évaluée est ce qu'on appelle anosognosique, c'est-à-dire peut avoir de la difficulté à identifier ses propres symptômes. Ça peut être le cas évidemment chez un jeune enfant qui ne va pas être forcément toujours conscient de ses difficultés, mais également chez une personne un peu plus âgée, quand il y a par exemple beaucoup de mesures de compensation finalement qui sont mises en place par l'entourage, le jeune lui-même ne se rend pas forcément compte de la difficulté finalement que ces symptômes peuvent engendrer dans la vie quotidienne. Donc finalement, cette évaluation multi-informant, elle va se déployer un petit peu de manière différente selon les âges. Jusque vers l'âge de 12-13 ans, ça va être vraiment le parent qui va être en première ligne, à qui on va vraiment poser des questions en première ligne pour répondre sur la présence des symptômes, l'intensité, l'interférence des symptômes avec la vie quotidienne. Évidemment, ça va être très important de pouvoir observer l'enfant, voir s'il y a des signes qu'on peut observer directement pendant nos entretiens, et puis de pouvoir avoir aussi le récit de l'enfant ou du jeune par rapport à ces symptômes. Ce qui va être aussi très important, ça va être de collecter des informations par rapport au contexte scolaire, par exemple en faisant un entretien avec l'enseignant. Il faut aussi noter qu'un certain nombre des questionnaires que j'ai évoqués juste avant existent dans des versions enseignants et donc ça peut être aussi une manière de récolter les informations de manière structurée auprès des enseignants par rapport à la présence des symptômes du TDAH. Chez les adolescents un peu plus âgés, la personne qui va être en première ligne, ça va être vraiment l'adolescent lui-même. Et évidemment, on va aussi vouloir avoir le rapport des parents quand c'est possible de pouvoir l'obtenir. Et à nouveau, le rapport des enseignants si c'est possible et si on a l'autorisation finalement de le faire de la part du jeune. Et puis chez les adultes, souvent la situation elle va être un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment l'adulte en première ligne qui va venir avec ses préoccupations, ses plaintes, les symptômes qu'il rapporte. Si l'adulte vit avec un proche ou un conjoint, ça va être aussi très important de pouvoir collecter les informations qui sont rapportées par ces personnes proches. Et puis, évidemment, souvent, on n'a pas accès forcément au milieu professionnel. Donc, ce qui peut être très utile, c'est d'avoir des informations, par exemple, sur les carnets scolaires, quelles ont été les remarques ou les observations qui ont été faites par les enseignants à l'époque, au moment où la personne était en train de faire sa scolarité. Donc une fois qu'on a fait l'anamnèse, les entretiens cliniques, éventuellement utiliser des questionnaires pour récolter les symptômes et les signes du TDAH de manière structurée, techniquement, on pourrait vraiment s'arrêter là pour pouvoir poser un diagnostic. Comme je l'ai dit avant, c'est vraiment un diagnostic clinique et donc du coup, on n'a pas forcément besoin d'informations complémentaires. Par contre, ce qui va être souvent très utile et ce qui est fait dans un certain nombre de contextes, ça va être de faire une évaluation cognitive ou neuropsychologique qui va permettre de tester vraiment avec des outils informatisés, des tests informatisés ou sur papier-crayon, les fonctions intentionnelles et ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Ça va vraiment faire l'objet aussi d'une autre séquence où vous verrez ceci en détail. Cette évaluation cognitive ou neuropsychologique, elle permet vraiment de compléter un petit peu le profil de la personne et cibler finalement quelles sont les fonctions cognitives qui peuvent être altérées ou préservées chez une personne parce qu'on sait qu'il y a une forte hétérogénéité d'une personne à l'autre qui a un diagnostic de TDAH. Et finalement, l'autre chose qui va être aussi importante, ça va être de pouvoir réfléchir
aux éventuels diagnostics différentiels ou aux comorbidités. Donc, c'est-à-dire qu'on va aussi vouloir s'assurer qu'il n'y a pas forcément d'autres difficultés qui pourraient mieux expliquer les symptômes qu'on voit actuellement. Ça, c'est ce qu'on appelle le processus de diagnostic différentiel, ou alors qu'il pourrait y avoir d'autres difficultés qui sont présentes de manière conjointe au TDAH, et ça, c'est ce qu'on appelle la présence de comorbidité. Donc selon les situations, ça va être vraiment très important de pouvoir aussi s'attarder sur ces comorbidités et ce diagnostic différentiel, mais ça, on le verra aussi en détail dans une prochaine séquence. Donc dans cette séquence, finalement, vous avez vraiment passé en revue quelles sont les étapes importantes dans l'entretien clinique et l'évaluation en vue de poser un diagnostic de TDAH.